Bonjour à tous, le plaisir de vous retrouver dans le cadre donc de notre 4e saison de Débat court, un nouvel épisode, et le thème que nous allons aborder est un thème que je veux aborder avec profondeur et pas seulement polémique ou par la forme. Je veux que l'on aille à l'essentiel et à ce qui est finalement le plus important à nos yeux, à savoir un nouveau monde occidental. Devant ce nouveau monde qui se présente à nous et qui s'ouvre à nous, comment nous allons inviter nos jeunes à découvrir leur patrimoine? C'est une vaste question. Je vais le développer davantage, mais avant, je voudrais vous présenter mes invités. Nous retrouvons certains de nos invités que nous avons eus déjà dans une émission précédente. Alors d'abord, Jérôme Bloch. Bonjour. Qui commence à être fidèle, hein. Tout à fait. Voilà. Jérôme Bloch, professeur des écoles. Oui. Et on rappelle avant professeur d'université en école supérieure. Enseignant dans les facultés et écoles de cinéma pendant 10 ans. Donc un beau choix. Et là justement on va un petit peu approfondir cette raison pour laquelle vous avez fait et vous avez pris la décision de choisir ce jeune public. Oui, voilà. tout à fait. Nous avons Tarek Sardi. Alors Tarek, réalisateur, producteur. Tu nous réserves une très belle surprise. Oui, tu es en plein tournage. Oui, on vient de finir. On était à Naples puis à Tunis, dans une semaine en pleine mer. Et la sortie du film est prévue pour 2025. Ah, donc ça arrive. Ah, ça arrive, ça sortira dans les salles à Paris. Allez-y. Où la caméra, allez-y. Une nouvelle invitée, Rose Fischer, qui est dans le monde de l'art, puisque tu es donc en première année de prépa. C'est ça. D'accord. Voilà, donc lycée, collège. On aura le plaisir de te recevoir également sur notre plateau de Débat court dans une prochaine émission. Et tu nous donneras ton témoignage qui est vraiment important pour un grand nombre d'entre nous. Là, Rose, tu viens parce que tu es, comme Joseph, ma foi, une étudiante et donc la représentante de la nouvelle génération. Voilà. Joseph, on se retrouve, Joseph Kourou. Il y a de belles expériences externes aux études, mais sinon, tu es étudiant en 3e année. À l'EMD Business School à Marseille. Voilà. En alternance. Donc, tu en as pour à peu près 5 ans. Voilà. L'avenir professionnel, par contre, n'est pas encore totalement ciblé. Oui, il me reste encore 2 ans et on verra après. Bon. Voilà. Alors, pendant ce temps de formation, mes amis, les jeunes reçoivent quand même un patrimoine. Je vous avais partagé en saison 3 ma désolation de voir notamment le patrimoine historique, l'histoire qui n'était plus ancrée et incarnée dans la géographie et que les choses étaient trop distinctes et que même quand on parlait de géographie, on ne parlait pas de la raison pour laquelle un peuple a choisi d'évoluer et de grandir sur un endroit déterminé, un lieu déterminé, mais plus des statistiques, et on est plus dans dans l'étude sociale, économique qu'autre chose, ce qui est quand même désolant. Alors, pour ce qui est de notre thème d'aujourd'hui, c'est, je vous le rappelle, le nouveau monde occidental, et donc, quelle culture, mais aussi quelle identité doit-on éveiller et transmettre chez la jeune génération et donc dans l'avenir qui se dessine devant nous. Quand je parle bien évidemment de jeunes générations, je pense aux enfants de maternelle, de primaire, de collège, de lycée, mais jeunes générations aussi d'étudiants qui peut-être vont bientôt aboutir à la vie professionnelle et qui ont besoin de partir avec un capital, un patrimoine culturel pour s'ouvrir au monde. Plus on sait qui on est, plus on est ouvert aux autres. Ça, c'est pour moi capital. Plus on fuit ce que nous sommes, plus nous serons dans le mal-être relationnel avec les autres. Donc c'est capital. Et si on peut, sans regarder la caricature politique, on peut observer quand même, si vous le voulez bien, 3 types sociologiques
et culturel actuellement à notre époque qui est en train de se confirmer en France. D'abord, ce que l'on va appeler plus ou moins la créolisation, c'est-à-dire un peu un mélange de sensibilités très très extrêmes et très variées. Et nous allons par exemple passer de gens qui vont prôner les nouvelles religions, mais également ce qui est du décor des nouvelles tendances et de la nouvelle évolution éthique et géopolitique. Nous allons aussi avoir ce que l'on appelle le mondialisme, avec toute la base économique et gestionnaire du monde. Et puis nous avons enfin ce que l'on appelle les traditions, les traditionalistes, qui sont eux plutôt attachés au passé. Parlons-en. Premier groupe, ils oublient le passé. Le deuxième, ils veulent tout simplement faire en sorte qu'il soit carrément disparu. Et le troisième, la troisième catégorie, souhaite vraiment conserver ce passé, mais peut-être trop en être attaché. Voilà, de manière générale, le contexte dans lequel on se trouve. Quel patrimoine en France doit-on donner, Jérôme ? À travers la nomenclature que vous proposez, on voit bien qu'il y a des approches différentes de la notion de patrimoine, et la société étant plurielle, je pense que ces approches sont complémentaires. Le souci, c'est qu'elles mènent à une forme d'extrémisation souvent. Il y a des tenants de ce que vous appelez la créolisation qui justement veulent renverser l'ordre qui est un ordre qui est considéré comme un ordre On est blanc. dans la révolution. La révolution, un ordre blanc patriarcal. Il faut révolution pour la révolution. Machiste, voilà, qui est une première ligne directrice idéologique. Il y a une deuxième ligne directrice idéologique que vous évoquez, c'est effectivement le courant mondialiste. Donc là, c'est plutôt quelque chose qui est tourné vers l'international, au risque de diluer aussi les caractéristiques du patrimoine français, puisqu'on parle là de la société française. Et puis un troisième courant qui, là encore, a tendance à se refermer sur lui-même. Un courant qu'on pourrait qualifier d'identitaire, qui se rattache, comme vous l'avez dit, au passé. Et je pense que selon les questions que l'on aborde, il faut savoir basculer d'une dynamique à l'autre dans une société où de plus en plus les gens se renferment, s'enferment plutôt dans leur chapelle et refusent le débat. Il y a communautarisme, et on se comprend là, c'est communautarisme culturel, sociologique et pas forcément ethnique. Et il y a quand même un élan commun pour tous, c'est-à-dire de se dire, est-ce qu'on peut se permettre de prendre un petit peu partout ? Tarek, citoyen du monde ? Oui, en tout cas immigré. Je bouge beaucoup et moi, contrairement à... J'appellerais pas ça de la créolisation, mais je dirais plutôt qu'il y a une frange dont je fais partie qui pense que l'humanité, on est dans une époque de paix. Et avec nos repères d'époque de paix, je pense que tout ce qu'a fait l'humanité jusque-là, qui n'a connu que la guerre, c'est un peu honteux pour tout le monde. Tout le monde, hein. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Et que, Vous faites quoi des attentats ? Vous faites quoi des attentats ? C'est une période de paix. Les attentats, l'échelle, elle est négligeable. Je suis désolé pour les morts, hein, je diminue pas les morts. Mais les attentats, l'échelle, elle est négligeable. Il reste que 2 ou 3 guerres qui sont en cours. Mais si on pose à l'échelle de l'histoire, c'est... Est-ce qu'on n'a pas une nouvelle forme de guerre ? On n'est pas à la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Mais on est peut-être dans une nouvelle forme de guerre qui n'est pas une guerre, mais plutôt une guerre civile. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop dans le sens où je trouve, tu vois, on a parlé en off des minorités visibles, et je trouve ceux que ça concerne réellement, en vrai, c'est des minorités qui sont malheureusement très visibles, parfois qui ont énormément de pognon, et qui sont dans ces guerres civilisationnelles. Mais pour moi, quand je vais dans la rue, en vrai, il y a aucune différence, même quand je suis dans des contextes, par exemple un festival de cinéma, où il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, je ne vois aucune différence profonde et importante entre moi et quelqu'un d'un autre pays que je pourrais pas avoir avec quelqu'un du même pays que moi. J'explique, ça veut dire que moi je suis très progressiste dans mes idées, j'aurais la même différence avec un réactionnaire de l'Arabie Saoudite ou un réactionnaire des US.
et j'aurai la même proximité avec un progressiste de Chine ou un progressiste de l'Allemagne. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas une vraie guerre civilisationnelle comme on peut l'entendre, mais qu'il y a plutôt un clivage. Je pense qu'on a trop... on a trop souvent ignoré le fascisme et les violences, et on s'est dit ça reviendra jamais, et que là ça revient idéologiquement et qu'il y a une sorte de grand clivage. Alors on va revenir parce qu'il y a un mondialisme, un universalisme, et puis il ne doit pas non plus éteindre l'identité propre de chaque personne. C'est-à-dire que on parlera de la différence et du travail de la complémentarité. Mais enfin, voilà, on va échanger. On parlera du récit national. Joseph, comment te retrouves-tu dans cette présentation du patrimoine actuel et des groupes plus ou moins qui se font? Est-ce que tu te reconnais quelque part ou tu es cette jeune génération qui se dit moi je me vois un peu partout? Alors moi je me vois dans le fait qu'il faut garder, il faut apprendre de ce qui a été fait avant, parce que quand je vais dans un village et qu'il y a personne et que je vois les habitants et je me dis qu'ils ont un vieux truc abandonné, une vieille église, un château, je me dis ça peut être pas mal d'aller les aider pour le restaurer et après, donc ça c'était avec Arcade, l'association où je suis actuellement. Après, il y a d'autres assos, il y a Héritage par exemple, eux ce qu'ils vont faire, ils vont venir, ils vont animer le château en faisant des visites guidées, etc. Voilà, donc c'est vraiment transmettre une histoire, voilà, et pour pas oublier ce qui s'est passé dans le passé, et en même temps, pour pouvoir voir l'avenir, faut savoir ce qu'on a fait avant, et voilà. Tu te sers du passé pour préparer l'avenir, en fait. Exactement. C'est ça? D'accord. Mais comme un patrimoine et pas comme une expérience, forcément, à rejeter. Non, pas à rejeter. Ouais, c'est ça. Rose, dans cet élan des écoles de l'art, on sait qu'il y a un sens d'ouverture très très large. Comment tu perçois ça aujourd'hui? Est-ce que ça te pose un problème de savoir si tu as un patrimoine ou pas en France? Je dirais pas que ça me pose un problème, non, du tout. Mais en fait, je pense qu'il faut en avoir conscience, en fait. Enfin, c'est-à-dire que par rapport aux 3 cases, je veux dire, je pense que je suis pas assez calée sur le sujet, on va dire, ou renseignée, etc., pour me caser. De toute façon, j'aime pas trop l'idée de me caser dans quelque part de base. Mais je pense qu'en fait, à titre personnel, j'ai conscience des 3 idéologies, des 3, voilà. Et en fait, pour moi, il y a des curseurs et je pense, concrètement, je pense que le passé est important, c'est sûr. Il faut en avoir conscience de ce qui s'est passé, de chaque moment important, chaque déclic, voilà. Mais je pense qu'il faut pas oublier d'être toujours aussi dans l'évolution constante et d'avoir des points de vue évolutifs. Et en fait, j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui ont peur, en fait, qui ont peur de la jeune génération, en fait, comme nous, et cette fameuse ouverture d'esprit. Peut-être pas que d'esprit, mais de cette fameuse ouverture. Il y a énormément de personnes qui nous le reprochent, on va dire, ou qui trouvent ça étrange et qui en ont peur, en fait, qui sont vraiment... Mais en fait, je pense qu'ils sont surtout pas habitués, renseignés, je sais pas, c'est... Moi, je rejoins un petit peu les différentes réflexions qu'on a eues. Je me resitue par rapport à ce que je te disais, Tarek, tout de suite, là. Je crois, en tout cas, personnellement, que la différence est quelque chose d'absolument génial. La nature nous donne d'être différents. Nous avons, par rapport aux âges, une taille différente. Nous avons un corps différent. Nous évoluons d'une manière différente. Et c'est là où nous voyons ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour nous unir, nous sommes faits pour nous compléter. Et je trouve qu'aujourd'hui, on combat ce qu'il ne faut pas combattre, et surtout pas combattre, c'est-à-dire la différence. La différence est magnifique.
Elle est quelque chose qui donne, par exemple, dans une mosaïque, enfin, on a aujourd'hui des mosaïques modernes qui ne sont pas faites avec les petits morceaux de faïence, mais qui sont faits avec des photos. Par exemple, vous voyez, on fait un visage, par exemple, Mandela. Le visage de Mandela est fait par des visages de tous les citoyens de son pays. Ça parle. Ça, c'est la génération d'aujourd'hui. Et c'est le capital exemplaire pour le monde entier. C'est le capital exemplaire et l'histoire exemplaire de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que donne comme visage la France? Alors, on va pas faire un autre Mandela, mais on va... Qui sommes-nous pour constituer la France? Alors, c'est-à-dire que j'ai peur, au nom d'une louable tolérance de tout le monde, etc., j'ai peur que, à ce nom-là, on attaque la différence pour permettre que tout le monde, sans exception, vienne. Mais on a le droit de dire chez nous. Je suis heureux d'avoir eu des élèves de prénoms tellement variés, d'origines tellement variées, qui, sous le drapeau français, disent « on est chez nous ». Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me touche, notamment chez vous, les jeunes. C'est-à-dire que on vieillit trop vite et du coup, on dit qu'on accepte ce qu'on n'accepte plus et que l'on veut anéantir la différence. Moi, je vais vous dire, hein, et c'est l'exemple factuel. Je suis un aristo, un nom à rallonge. Je suis catho. Voilà. Et je suis, pas moderniste, hein. Ça, je crois qu'on l'a compris, d'accord? Bon. Eh bien, j'étais un poisson dans l'eau pendant 15 ans de ma vie professionnelle en banlieue. Parce qu'on m'a accepté. Et non seulement on m'a accepté comme j'étais moi, j'ai pas été obligé de me fuir, de me rejeter ou de rejeter mon histoire. Et parce que j'avais le droit de cela, on m'a non seulement accepté, mais on m'a confié des enfants. Vous voyez? Bah, en vrai, je vais un peu expliquer ce que je veux dire. Quand on parle d'histoire, et quand on parle de tradition et de patrimoine, le patrimoine, c'est pas toute l'histoire, c'est souvent un récit national, un récit qui a été plus ou moins établi, écrit, transmis par les plus dominants. Et souvent, il y a ceux qui sont exclus. Et on traîne cette exclusion pendant des années jusqu'à ce que ça nous éclate à la gueule. J'explique un peu plus. Le nombre. Si tu enlèves... en fait, si tu mets le récit national français officiel qui est dans les livres d'histoire, la France, c'est pas un hexagone, c'est un cercle. T'enlèves toutes les communautés qui sont autour, déjà. Les Bretons, les Normands, les Basques, t'enlèves tout le monde. Les Corses. Tu gardes que Paris, la commune de Paris, Versailles, ils se sont tapés dessus, voilà. Et après, tu enlèves aussi les Arabes, les Renois, les Africains, les Arabes, on se comprend. qui sont arrivés, qui ont quand même bâti, qu'on a ramené ici. Il faut pas oublier qu'on a ramené ici pour ce qu'on appelle la première vague bougnoule. On l'a ramené ici pour bâtir. Ils ont travaillé dans le bâtiment, ils ont bâti les immeubles dans lesquels vivent les Français, et qu'après ils se sont retrouvés complètement exclus. Leurs enfants ont moins accès au travail. Et là, d'un coup, on peut pas demander à des gens d'adhérer à un récit national qui les exclut. On vient de reconnaître les tirailleurs sénégalais, là, leur droit historique, il y a, quoi, 1 année, 2 ans. Si on exclut les gens du récit national, ils n'y adhèrent pas. C'est comme quand quelqu'un prend le premier prix, il y a que lui qui va prendre le trophée. Il y aura pas un perdant dans l'histoire qui va faire ouais bravo, qui va venir tenir le. Et c'est pareil, si on fait un récit national qui prend qu'un prisme en considération, les US ils sont forts pour ça. Parce que les US n'ont pas de récit avant la création des US. En tout cas, il est sous terre, c'est les indigènes. Ils sont sous terre. Et du coup, le récit national a commencé par tout le monde. Il y a eu des victimes, quelques victimes comme les Irlandais, les Italiens qui ont été stigmatisés à des moments, mais Hollywood après a fait le travail pour les remettre en lumière. Oui, mais on est dans un contexte de nouveau continent. Oui. Et un nouveau continent qui n'a pas eu de pitié sur ceux qui étaient avant eux. Ah oui, les pauvres. D'accord. Voilà. On a tendance à dire, ouais, c'est vraiment super, c'est un exemple et tout. Ils ont massacré tous ceux qui étaient Non, j'avais précisé, j'ai dit que c'est bâti sur un cimetière indien. Jérôme, vas-y.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fond, c'est-à-dire que le problème auquel on est confronté au quotidien, c'est le problème de l'exclusion et de l'intolérance. Et pour reprendre par exemple, la phrase que vous avez citée tout à l'heure, vous avez dit « on est chez nous ». On est chez nous, en soi, c'est quelque chose de positif. On voit bien que c'est récupéré par l'extrême droite pour exclure. Ouais, on est chez nous, c'est dire « vous n'êtes pas… » ou « nous, on est chez nous ». Mais vous n'êtes pas les bienvenus. Donc, mais je pense que le fond du problème a été parfaitement soulevé il y a un instant. Après, moi, là où je suis je suis pessimiste de nature. Moi, je suis quand même assez pessimiste. Je vais reciter, j'avais évoqué Frédéric Jameson, la postmodernité, dans une autre émission. Oui. Je vais le reciter. Lui évoque, si vous voulez, une société à ce point complexe que tous les repères sont en train d'être bousculés. Et moi, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est-à-dire que au XXe siècle, il y avait le bloc communiste, il y avait le bloc occidental capitaliste. Les gens arrivaient à se situer. Il y avait finalement, comment dire, au niveau d'un point de vue religieux, les gens faisaient moins leur marché dans différentes. Enfin, ils étaient élevés dans une certaine religion, la foi chrétienne, la foi musulmane, la foi juive. Et tout ça, et en fait, raison de la communication. Ils étaient appelés, entre guillemets, à vivre ensemble avec leurs différences qu'ils affirmaient. Voilà, ces différences identitaires qu'ils affirmaient. Et là, on vit dans une société où, en fait, enfin, je dérivais un peu sur la politique, mais on voit bien, il y a une extrême gauche actuelle qui reprend à son compte des thèses antisémites. Il y a une extrême droite qui, par nature, était antisémite, qui là commence à défendre, en tout cas de façade, une communauté. Ils ont oublié qu'ils étaient antisémites, ils sont tellement ils sont islamophobes. Ouais. Exactement, exactement. Vous avez cette grande complexité idéologique et en fait je dirais même ce renouvellement cette absence de renouvellement idéologique parce que au XXe siècle il y a eu différentes idéologies, certaines qui étaient puantes mais qui sont apparues. Là aujourd'hui on est dans une sorte de marasme intellectuel. On est la grenouille dans de l'eau qui chauffe tout doucement. Oui, Joseph, il y avait un outil que tu voulais nous partager et qui pourrait être présenté là et qui peut être intéressant parmi les jeunes. Alors oui, alors j'ai un ami qui a lancé une application qui s'appelle Explores et donc ça permet d'avoir de la culture, donc il y a des questions, des quiz, etc. Donc ça permet après d'ouvrir des coffres. Donc ces coffres permettent après d'avoir des cartes cadeaux ou accéder à avoir un cadeau, mais ça oblige les gens à sortir de chez eux. Et donc là, c'est pour donner de l'accès à la culture. Donc là, c'est via cette application. Et après, donner accès à la culture, il y a aussi le mapping, les projections, etc. Donc il y a pas mal de moyens de faire transmettre le patrimoine. On a aussi également l'État qui fournit maintenant une bourse spécifique et réservée uniquement aux jeunes qui ont le droit de dépenser tant de sommes, je ne sais plus combien, 200 €, de livres de leur choix, mais il faut que ce soit des livres, il faut que ce soit des sources de culture. Rose. Oui, c'est le Pass Culture du coup. Voilà, c'est le Pass Culture. Ouais. Et est-ce que ça, pour toi, le Pass Culture a été quelque chose de déclencheur, puisque te voilà maintenant dans les arts? Est-ce que ça t'a aidé à peut-être approfondir un peu ton orientation? Personnellement, non. D'accord. Je pense que ça en aide beaucoup en fait à affirmer justement leur... Enfin, pas à affirmer, mais à concrétiser leur projet. Enfin, je sais que moi, par exemple, avec le Pass Culture, j'ai pu acheter un micro pour faire un projet de podcast. Du coup, ça a abouti et sans cet argent, j'aurais sûrement pas pu, ou alors j'aurais eu besoin d'aide de ma famille, etc. Et je leur aurais dû quelque chose. Voilà. Et en fait, je pense que c'est... Enfin, j'ai des amis, par exemple, qui sont dans la musique, qui ont pu acheter des instruments, des livres et tout ça. Et je trouve ça... En vrai, je trouve ça intéressant. Mais par rapport... Je voulais rebondir par rapport à l'application. Joseph, ouais. Voilà. Moi, en fait, je trouve ça hyper infantilisant de devoir utiliser une application pour faire sortir... Enfin, pour faire profiter de la culture. Enfin, peut-être pas infantilisant, mais je trouve ça un peu... Enfin... En soi, c'est une idée moderne, c'est une idée comme une autre, mais en fait, je trouve ça un peu, je trouve que le mot infantilisant, mais genre qu'il faut une récompense pour pouvoir accéder à, enfin, sortir de chez soi et
voir des choses qu'on ne connaît pas, etc. Ça semble être comme Pokémon Go. Exactement, oui. Mais c'est pas forcément très pédagogique, ça, Pokémon Go. Parce que est-ce que Pokémon Go, vraiment ils s'intéressaient aux monuments ou les choses, ils allaient plutôt chercher leur petit machin à capturer, quoi. Ouais, mais ça n'a jamais été le but pour Mais Pokémon Go. voilà, ça hein, n'a jamais été le but en Pokémon soi. Go, ça a plus provoqué des accidents et un grand problème avec la sécurité parce qu'à chaque fois, il y avait un camp avec son téléphone comme ça. Bon, le camp, ça pouvait être moi parce que j'y ai joué, hein, qui passe comme ça sans faire attention à ce qu'il y ait un barrage de sécurité ou un truc comme ça et qui rentre dans des endroits secrets des vents, des trucs comme ça. Et ça a foutu au début, Alors, ça a foutu est-ce un que gros c'est bordel. rendre intelligent cette chasse au trésor, Bien finalement? sûr, bien sûr. Donc Bien en sûr. fait, c'est faire Pokémon Go, mais en version on gagne des cadeaux et en plus on se cultive. Voilà. Et on fait attention à pas mettre des coffres au trésor dans les endroits interdits. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit. On n'a plus le droit d'enseigner la culture de notre pays. En 2 mots, c'est ça. Vous savez, vous commencez à parler de Louis XIV, vous parlez de Napoléon, vous parlez de Charlemagne, vous parlez du XXe siècle, de la Belle Époque, etc. On vous regarde, on dit bon, il est mignon, lui, il se fait son délire de bourgeois, et puis voilà. Et puis ah oui, mais non, vous êtes prof. Ah bah oui, bah c'est normal que tu sois saoulant et que tu nous emmerdes. Alors qu'en fait, on est quand même chargé de transmettre, si je ne m'abuse, un véritable patrimoine. On ne peut pas sortir de la perte de l'identité un jeune sans qu'on lui raconte ce qu'il est. En vrai, moi, ce que je pense, c'est que bon, attends, le mot révisionniste, c'est trop connoté, c'est pas ça. Mais les gens qui veulent en fait, ils veulent pas qu'on n'enseigne pas l'histoire. Ce qu'on appelle les wokistes, même si ça n'a aucun sens, mais c'est un mot assez bateau, mais ce qu'on appelle les wokistes, ils veulent pas qu'on n'enseigne pas l'histoire. Ils veulent plutôt qu'on enseigne l'histoire de tous les prismes. Ça veut dire qu'on peut pas parler de Napoléon sans parler du génocide africain qu'il avait fait. On peut pas parler de roi Léopold sans parler du génocide qu'il a fait. En fait, c'est que on ne peut pas parler de la Révolution française sans le génocide vendéen. On ne peut pas parler du communisme français sans parler de l'abomination de 80 millions de morts. Je suis complètement d'accord. Mais oui, mais le problème, c'est que ça va que dans un sens. C'est toujours les mêmes qui demandent pardon. C'est toujours les mêmes sensibilités. Mais il y a une tolérance et une bienveillance sur l'autre. Donc, il n'y a pas d'honnêteté historique, à mon sens. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, tout de même, parce que on voit bien que, en fait, c'est ce que vous avez dit en guise d'introduction, c'est-à-dire que chacun est en train de se renfermer sur des positions qui sont des positions... L'ancien ministre des Affaires intérieures disait, et qui est mort maintenant, disait... nous allons maintenant avoir une France qui s'oppose, au lieu d'être une France qui est associée. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce n'est pas. Je ne trouve pas, enfin d'un point de vue personnel, je ne trouve pas qu'on tape toujours sur les mêmes. En fait, tout le monde se tape dessus. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle, c'est quand même assez épuisant. C'est quand même assez épuisant de ne pas pouvoir parler de la religion musulmane sans parler de l'islamisme radical. Ça n'a rien à voir. En fait, on tombe dans des caricatures, quelle que soit la communauté, l'histoire d'une communauté visée. Voilà. Joseph, comment tu réagis par rapport à ça? Écoutez, moi, Arcade par exemple, ou dans tous mes groupes d'amis, c'est très ouvert et j'ai vraiment, même si j'étais en internat dans le privé et que j'étais dans le public, j'ai toujours pu côtoyer les deux sans problème et voilà. Et donc j'ai des copains musulmans, j'ai des copains catho, donc voilà, et j'ai des copains juifs et tout se mélange très bien. Donc voilà, j'ai aucun problème Et les arts, en général, culturellement, ça on peut le dire, vous êtes très très ouverts, vous. Vous n'avez pas peur d'aborder toute possibilité et toute sensibilité? Je dirais que oui, de manière générale, oui quand même, c'est assez connu pour être très ouvert, etc., surtout au niveau de la jeunesse. Mais... Il y a une présélection. C'est-à-dire ? Est-ce que tout le monde de toute identité politique et philosophique peuvent quand même partager leur art dans le monde culturel et le monde de l'art? On sait très bien que quand même, on sent que c'est plus de la gauche que d'autres choses. On viendrait d'été Mein Kampf, hein. Il n'est pas très de gauche. J'espère que vous ne lisez pas Staline. J'ai lu Staline, j'ai lu Mein Kampf, j'ai lu tous les livres. Moi j'ai lu rien des deux. Et j'avoue que Staline, ses pratiques étaient dangereuses
son livre un peu moins, mais Mein Kampf n'aurait pas dû être réédité. Par contre, c'est vraiment une pensée dangereuse. Et Karl Marx, c'est pareil, il faut prendre du recul. Karl Marx n'a pas... moi, je suis assez marxiste. Hein, non, pas possible. Oui. J'ai pas fait des sarcasmes. Du coup, mais Karl Marx n'a pas appelé à un génocide dans son livre. Contrairement à Mein Kampf, qui est une sorte d'amas de haine, mais vraiment, on sent le mec qui est irrationnel en plus. Et pour moi, les pensées, plus elles sont irrationnelles, plus elles sont dangereuses. Parce que du coup, il y a l'attrait du radical, il y a l'attrait un peu mystique des gens qui ont une pensée fixe sur les choses, qui d'ailleurs nous mène à la situation dans laquelle on est maintenant. Et tu n'as pas un terrain de possibilités. Oui, tu peux pas lui parler. On a nos jeunes là. Comment se débute l'année? Est-ce qu'on est dans le politiquement correct en fonction de l'ambiance qu'il y a et des idées sur le patrimoine français? Comment ça se passe? Est-ce que beaucoup de jeunes parlent entre eux, donnent leurs avis sur l'actualité et du coup sur l'histoire de la France? Comment ils voient la France? Dans le milieu de l'art, vraiment ou... Oui, Rose, oui. Non, mais même sur le plan... Vous êtes des étudiants, vous parlez entre vous. Oui. Quels sont vos débats sur la France et son histoire? En fait, honnêtement, il y a pas mal de points de vue différents. Oui, on en parle beaucoup déjà, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup moins de tabous par rapport à ça, en fait, j'ai l'impression, chez la jeunesse. Après, il y a quand même on est encore jeunes, justement, et il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées à l'éducation qui reviennent. Oui. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça dépend aussi de plein de choses par rapport à notre éducation. Et tout le monde peut donner son propre opinion sans limite? Oui, je pense. Après, sans limite, peut-être pas quand même, mais... Et toi, dans ton école commerciale? Moi, mes camarades, ils ont toujours été très libres de dire ce qu'ils voulaient et voilà, et ça. Est-ce que tu as des positions communes ou tu te sens en minorité? Non, je me suis jamais senti en minorité et j'ai toujours bien entendu avec tout le monde, sans problème. Et Rose? Non, moi non plus, je me suis jamais sentie en minorité. Est-ce que aujourd'hui un jeune peut parler du drapeau français sans être catalogué extrémiste? Évidemment. Bien sûr. Mais j'en suis pas sûr. J'ai l'impression qu'il y a un contre-courant de la récupération de l'extrême droite. Parce que les dernières semaines, alors qu'on enregistre notre émission, les dernières semaines, ce sont des jeunes ovationnés qui arrachent quand même le drapeau français. Oui, mais en fait, si vous voulez... je pense qu'on vit dans une société névrosée. La névrose se fonde sur des conflits psychiques. Là, c'est pas des conflits psychiques, ce sont des idéologies qui sont en train de des idéologies qui deviennent caricaturales. Et donc dès lors qu'on est caricatural, on s'oppose et on ne fait plus consensus. Si vous partez du principe que effectivement être je sais pas moi par exemple être patriote c'est être raciste c'est être blanc c'est être dominant. Si vous partez du principe pour un autre camp que être musulman c'est être extrémiste c'est terroriste, être terroriste c'est être dangereux. Si vous partez du principe que être juif c'est être riche c'est être pro-sioniste c'est être génocide. Alors justement comment peut-on parler à ces jeunes parce qu'ils sont très concentrés sur ce genre de choses. Ils rentrent, ils sont dans la pulsion, ils sont un peu extrêmes dans leur manière de penser. Première chose qu'on pourrait faire, c'est arrêter d'animer les pulsions, quoi. C'est-à-dire que nous sommes des êtres pensants, nous sommes des êtres humains. Je pense qu'il faut retourner vers un courant humaniste. Alors comment fait-on? Comment fait-on? Déjà, on va déjà arrêter de véhiculer des idéologies qui sont des idéologies mortifères et qui sont pas du tout quel que soit la chapelle de laquelle on dépend, qui sont des idéologies du passé, quoi. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas revenir au XXIe siècle, au néo-stalinisme, une idéologie d'extrême droite qu'on pensait avoir disparu. On ne devrait pas revenir là. On devrait essayer de construire de nouvelles idéologies qui prennent acte de ce qui c'est de notre passé et qui est un passé commun. Et on oublie, en fait, vous voyez, dans les discussions que l'on a vis-à-vis des conflits religieux, je veux dire, il y a plus personne
personne sur les plateaux de télé, tout le monde parle de ça, mais il n'y a plus personne pour rappeler on parle des religions du livre avec un L majuscule. C'est-à-dire que la religion juive, la religion chrétienne, les religions chrétiennes, la religion musulmane, ce sont des religions dites abrahamiques. Oui, ce sont les seuls monothéismes et qui sont des religions qui ont les mêmes racines, qui racontent les mêmes histoires. Les mêmes mythes. Et qui ont les mêmes mythes. Que un personnage s'appelle Moshe, Moïse ou Moussa. Il y a très peu de différence dans les 3 livres. Mais pour ça, il faut déjà lire. Il faut prendre le temps de lire. En tant que jeune, là, vous entendez des adultes, là, quelle est votre réaction? Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jérôme, c'est ça? Oui. Oui, je suis assez d'accord. Et Joseph, je voudrais que tu me donnes un peu ton avis par rapport à ce que tu viens d'entendre chez Jérôme, parce que est-ce que toi-même, tu essayes d'enrichir tes connaissances par rapport au passé, mais dans la dynamique de l'avenir? Les connaissances, par exemple, des 3 religions, par exemple, ça, quand je suis en dîner ou en déjeuner avec mes copains, ça, j'échange et j'essaye de comprendre. Mais tant que j'aurais pas lu, ce serait un peu compliqué pour moi de beaucoup en parler. Voilà. Rose, est-il nécessaire de se former et de connaître un peu le passé pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passe aujourd'hui? Bien sûr, je pense que c'est toujours important de se renseigner de toute façon sur les sources, quel que soit le sujet. Après, je pense Comment vous le faites alors du coup? Parce que ça c'est bien, vous êtes très mignon là, vous êtes en train de me dire oui c'est très important, mais concrètement, est-ce que dans la journée, vous vous consacrez un temps de formation? Je pense qu'elle est un peu partout en soi, dans le sens où quand on échange avec les gens, quand on est dans la rue, quand on est sur les réseaux sociaux, sur notre téléphone, dans les informations, dans un livre qu'on va lire. Enfin, il y a des références de toute manière partout à notre histoire. Après, elles sont plus ou moins subtiles. Et faut avoir de la curiosité, il faut avoir une certaine curiosité aussi pour s'y intéresser, pour creuser, pour parler aux gens, pour une certaine ouverture par rapport à ça. Comment initier, Jérôme, des tout petits que vous avez actuellement, pour justement avoir ce genre de réflexe naturel? Tout à l'heure, vous avez évoqué le terme de déconstruire. Il faut déconstruire des mauvaises habitudes. C'est déjà la première chose. On en parlait dans le cadre d'une autre émission. Il y a des habitus qui font obstacle à l'acquisition de savoir. Ces habitudes, elles concernent l'instantanéité. L'acquisition de savoir, ça prend du temps. Lire un livre, ça prend du temps. Ça prend du temps. Voir un film qui est un peu profond, pas un film de divertissement, un film qui nous rappelle certains événements du passé, ça nous demande un effort. Ça veut dire se confronter à des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir en mangeant des pop-corn. Sans zapper, etc. Sans zapper, exactement. Voilà. Donc il faut lutter. Moi, je pense qu'il faut vraiment, il y a un combat à mener, un combat citoyen à mener contre la culture de l'instantanéité. Un film, là, comme ça, qui peut être déclencheur de comprendre la France, de son patrimoine et tout. Vous en avez un en tête? La haine. La haine? Oui. C'est un film très intéressant, La haine, tout à fait. Je pense pour l'histoire moderne de la France, La haine, il est révélateur de toute une époque de la France. Et je pense qu'il est d'une certaine justesse qu'on peut pas lui enlever, tu vois. Voilà, c'est pas... D'ailleurs, tu verrais que avant même qu'on parle de représentation dans les films, c'est l'un des rares films, jusque-là, 50 ans, 40 ans, 30 ans après, peut-être, je sais pas, début des années 90, ça fait combien? Ça va faire 30 ans. Ouais, 30 ans. Après 30 ans. Et 30 ans après, il y a très peu de films qui mettent un blanc qui vient de citer. Très peu de films. La haine l'a fait il y a 30 ans. Ça fait 20 ans qu'on en parle. En théorie, on dit, ouais, il faut arrêter de mettre... Il y a un chiffre qui est très intéressant. Je rejoins sur un truc, c'est qu'il y a plein de trucs à déconstruire, des mauvaises habitudes et des mauvais réflexes dans nos modes de création. Il y a des chiffres, mais qui font froid dans le dos. C'est pas possible qu'il n'y ait pas un texte il y a une guerre des imaginaires. En fait, les imaginaires sont forgés... Moi, je t'entends... Mais pour moi, la haine, c'est pas le patrimoine de la France, c'est la blessure de la France. C'est la souffrance de la France. Le patrimoine de la France, je suis désolé, mais c'est... Enfin, la haine, c'est vraiment un film terrible. Il est puissant, il est magnifique. Mais il raconte ce qui est malade dans la France.
mais il raconte ce qui n'est pas dans le récit national. Et effectivement, pour moi, le rendre visible, c'est intégrer ces gens-là qui sont dans la haine dans le récit national. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, d'Indigène ? Ou encore un autre film qui est le fameux Les Moines de Gué. Je bosse dans le cinéma, je garderai mon avis. Les Hommes des Dieux. Mais en fait, je pense que là encore, il faudrait qu'on donne un corpus de 100 films. Et La haine en ferait partie, parce que La haine, c'est l'histoire de... Peut-être qu'il faudrait un corpus. C'est l'histoire de la France urbaine. Ouais, évidemment, il faut aussi, on évoquerait, si on doit étudier l'histoire de la France à une échelle très large, on va évoquer Napoléon d'Abel Gans, on va et si on doit évoquer l'histoire de l'occupation, on va peut-être évoquer cet excellent film qui a été tourné pendant l'occupation, Le Corbeau de Clouzot, qui parle d'une pensée très quand même assez délétère, hein, qui la guerre d'Alger aussi. La guerre d'Algérie, il y a un très bon film récent qui n'a pas du tout marché, qui est très intéressant parce qu'il montre les deux versants de cette guerre. Ouais. C'est L'ennemi intime de Florian Emilio Siri. En fait, il faut... Il y a La maman et la putain sur mai 68. La maman et la putain de Jean Eustache, tout à fait. Mais je pense qu'il faudrait plutôt un complément, vous voyez, Cyrano, sur tous les domaines. Bien sûr, Cyrano de Bergerac. Sans l'autre bof, là. Cyrano, ou encore, ça va peut-être faire sourire tout le monde, mais je trouve que le premier épisode de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est excellent. J'avoue que je n'ai pas regardé. Mais c'est la confrontation et la rencontre de toute catégorie. Moi, j'ai un vrai problème avec ce film. Ouais. Alors, j'ai un vrai problème avec ce film parce que c'est un film qui devrait... là, on parle justement vraiment d'un conflit idéologique au sein d'un même film. C'est-à-dire que c'est un film qui est supposé favoriser le vivre ensemble, en disant, regardez, ce sont des couples mixtes, et en même temps qui récupère tous les stéréotypes liés à ces communautés. Et voilà, ça, pour moi, c'est vraiment un film malade. Et le succès qu'il a eu, je pense, en dit long sur nos sociétés, qui est tiraillée entre deux pôles, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que là, vous revenez sur votre analyse. Il flirte un peu avec l'humour qu'on ne peut pas avouer, messieurs, en fait. Exactement. Rose, oui, je pense. Qu'est-ce que, justement, tu penses de tous ces films cités et est-ce que tu retrouves un peu ce patrimoine de la France tel que tu la vois actuellement, cette France ? Ben en fait, je pense que chacun en a un différent et il y a... Enfin, ces films, ils parlent peut-être pas forcément à l'histoire de tout le monde, mais ils parlent forcément à d'autres et il faut s'ouvrir aussi. Et enfin, je pense que ces films, ils sont nécessaires, en fait. Parce que si mais pas seul, pas individuel. C'est-à-dire qu'il faut voir un peu une panoplie, quoi, de films, pour qu'ils se complètent. Oui, c'est un peu ça. Et moi, j'étais assez d'accord avec Tarek sur le fait que c'est... non, je crois que c'est Jérôme qui a dit ça, pour ces stéréotypes, en fait, qui sont très souvent mis en avant dans ce genre de films. Et il y a des films, justement, comme La haine, etc., qui sont beaucoup moins... Enfin, ils sont moins stéréotypés comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple. C'est vraiment... c'est vraiment le but du film. C'est-à-dire que c'est mis en... ça passe même avant l'histoire même. On parle de ça avant même le scénario du film sur son début, son milieu exactement. et sa fin. Il y a déjà le message qui passe avant même le scénario. C'est vraiment son message premier et c'est vraiment ce qu'on retient du film. Ouais. Et du coup, moi, je trouve ça assez dommage, en fait. Et je trouve ça un peu... quand on regarde ça, c'est ce qu'on retient du film. Et donc, c'est forcément ça... Ça rejoint un peu ce que disait Jérôme. Joseph, toi, comme film ou autre? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? J'ai adoré ce film, vraiment. C'était incroyable. Et ouais, le mélange, etc., moi, ça m'avait fait bien rire. Mais bon, il y a des blagues qu'on pourrait pas se permettre d'habitude. Mais voilà, mais dans un film, ça passait très bien. J'ai trouvé dans le film, bien sûr, il y a les stéréotypes, mais en tout cas, le premier épisode est très fort. Parce qu'à la fin, bon, c'est le gentil happy end, je l'entends bien sûr, mais il y a cette sociologie française qui râle, mais qui est capable de s'accueillir. Parce que finalement, on reçoit les uns et les autres son voisin avec une sincérité, je pense, vraiment.
Et on serait très, très, très surpris si tout d'un coup il y avait un énorme conflit. On serait très surpris de voir que son propre voisin qu'on croyait un peu tendu serait le premier protecteur. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'on... C'est la complexité de la France, ça, justement. Et c'est ça qui est beau. Oui, mais on a tort, je pense, de ramener systématiquement les populations à des stéréotypes, systématiquement. Oui. Et on ne devrait même pas, au XXIe siècle, s'étonner de dire ah oui, un couple pourrait être mixte et ça fonctionne. Mais oui, bien sûr que ça fonctionne. Ça fonctionne depuis toujours, sauf qu'il y a certaines époques où on voulait nier ce fait. Et c'est pour ça que moi ce qui m'inquiète, ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Oui, oui. mais plutôt par rapport à notre sujet sur la culture entre guillemets occidentale, la manière de la transmettre. J'ai l'impression que, en l'absence de nouvelles idéologies, on est en train de revenir au pire des idéologies du siècle dernier. Voilà, c'est une dynamique c'est peut-être un sentiment que j'ai par rapport au contexte politique qui est très particulier actuellement, mais c'est une dynamique qui moi me fait peur. Et c'est pour ça que je vous disais que pour que ça fonctionne, il faudrait qu'on accepte les 3 lignes directrices idéologiques que vous avez définies au début de cette émission. Parce que quand on ne les accepte pas, eh bien, on est amené souvent soit à nier le passé, soit à idéaliser le passé. Et en tout cas, tant qu'on n'est pas réconcilié avec son passé, eh ben, on peut pas construire l'avenir. Ça, c'est une évidence. En vrai, je te rejoins sur quelque chose. C'est qu'il y a un vrai problème dans les films qu'on produit. Ça forge un imaginaire qui ne permet pas de vivre ensemble. Je dis par exemple, il y a ces systèmes... Tu retiendras ça quand tu regarderas un film grand public. C'est systémique dans les films grand public où il y a un personnage femme arabe. Qu'il soit film réalisé par un arabe ou par un blanc. Mais il faut jamais oublier que même si le réalisateur est arabe, derrière, ceux qui décident réellement, la prod, qui ont fait laisser passer ce film-là et pas un autre, ils ont un imaginaire qui est en dehors de la culture arabe. Du coup, ils n'ont pas forcément toutes les références. Du coup, c'est un regard voyeuriste, qu'ils le veulent ou pas. Je dis pas que c'est des méchants qui disent non, c'est pas ça. C'est que malheureusement, c'est le cas et qu'il faut laisser les gens porter le récit. Mais systématiquement et systémiquement, une meuf arabe, elle est violentée par un mâle de sa famille, son père ou son frère ou son oncle, et elle est sauvée par un sauveur ou une sauveuse blanche qui l'aide à découvrir la liberté. C'est un schéma narratif récurrent en France, dans la majorité des productions françaises. Si t'es un homme arabe et que tu regardes les films français, tu sais quoi? Tu es l'ennemi à abattre. Tu es l'ennemi public numéro 1. Même Matignon, dans ses derniers chiffres, a avoué que la frange de la population qui est le plus stigmatisée et du coup, ça impacte son accès au logement et à l'emploi, c'est les hommes arabes. Et du coup, tu peux pas les intégrer dans le récit tant qu'il n'y a pas une réconciliation. Dans tous les films et les publicités, on voit très bien que de toute façon, il y a des messages et volontaires en fonction aussi des successions de politiques et de gouvernements exécutifs qui se mettent en place. Ça, c'est clair. Et on voit très bien les prochaines lois qui arrivent en fonction des films et des feuilletons de téléfilms que l'on connaît en France. Ça, c'est clair. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est d'abord consacrer du temps. Du temps pour ouvrir à la culture générale et permettre, et ne l'oublions pas que si on ne s'ancre pas uniquement sur la culture française, inévitablement on découvre qu'en s'intéressant à la culture française, on s'intéresse énormément à la culture internationale parce que nous faisons partie de ces pays qui ont été très ouverts au monde international et à la découverte et au respect finalement des hommes et des femmes. Malgré certains moments de déraillement, il y a eu toujours cette volonté de réparation et de reconnaissance. Et elle se fait progressivement. Donc le temps fait les choses et il faut qu'il soit l'allié de la culture et du patrimoine. La seule chose, c'est acceptons notre différence et surtout, sachons transmettre le mieux possible notre histoire et son expérience. Je vous remercie à tous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission où nous aurons le plaisir de retrouver nos invités également.